On peut tout se dire avec William T, Kevin Bossuet, Jean-Marie Villain et Rémi Carlu. Les mois avaient été gigantesques, souvenez-vous messieurs, face à un crime particulièrement choquant. Le procès du meurtre de Mireille Knoll s'est ouvert ce mardi aux assises de Paris et doit durer jusqu'au 10 novembre prochain. Le 23 mars 2018, âgée de 85 ans et malade de Parkinson, elle avait été retrouvée morte dans son lit médicalisé, tuée de 11 coups de couteau. Le parquet a retenu comme circonstance aggravante l'antisémitisme. Yael Benamou avec nos équipes. Le fils de Mireille Knoll sort de cette première matinée d'audience éprouvée. Il a dû affronter les deux accusés du crime de sa mère. Oui, je les ai regardés, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Je me dis comment des êtres humains peuvent faire des choses pareilles. Ma pauvre mère. Le 23 mars 2018, Mireille Knoll, 85 ans, est retrouvée morte dans son appartement de l'Est parisien. Son corps, lardé de 11 coups de couteau, est en partie carbonisé. L'enquête révélera la présence sur les lieux de Yassine Mioub, voisin de la vieille dame juive. Pour l'avocat de la famille Knoll, si le caractère antisémite ne peut être nié, Gilles-William Golnadel n'a pas l'espoir d'en apprendre plus. La mère, par exemple, de Yassine Mioub, ne cesse de dire que son fils est un menteur. Donc comment voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez que j'attende? Yassine Mioub n'est pas le seul sur les lieux du crime. Il est accompagné par Alex Karim Bacchus, un homme marginal qu'il a rencontré en prison. Pour l'avocat de Yassine Mioub, maître Charles Consigny, le mobile antisémite n'est pas crédible. Le co-accusé de Yassine Mioub a essayé de dessiner un mobile pour faire porter le chapeau à Yassine Mioub. Il a essayé de dépeindre Yassine Mioub en islamiste, ce qui ne tient pas une seconde, en lui prêtant les mots de Allah Akbar. Les deux hommes se renvoient aujourd'hui la responsabilité de ce crime qui avait provoqué indignation et émoi en France. Procès intense, témoignage poignant, notre sentiment ce soir, Rémi Carlu. Oui, déjà, on ne peut qu'éprouver de la compassion pour la famille. C'est un crime barbare. Et il y a ces derniers temps en France un retour de la barbarie qui est assez effrayant. Après, sur le plan plus politique, je crois qu'il y a un double sujet. Un premier sujet sur le laxisme et l'insécurité, puisque ce procès devra nous montrer si oui ou non il y a eu des failles de la justice, puisque je crois que les deux accusés se sont rencontrés en prison et l'un venait de sortir de prison. Donc là, il faudra voir s'il y a eu des défaillances. Et puis un second sujet, c'est évidemment la question de l'antisémitisme. Le but principal de ce procès, et on le voit dans la passe d'armes entre les deux avocats, sera de déterminer si le crime était crapuleux ou s'il était motivé par l'antisémitisme. Et sachant que là, l'histoire récente française montre que la plupart des agressions et des crimes, surtout antisémites, il y a tout un tas d'exemples, sont assez souvent liés à un antisémitisme islamique. Jean-Marie Villain, c'est aussi un procès en quelque sorte politique ? C'est politique, mais à mon avis, même si effectivement on va attendre la suite du procès pour vraiment se déterminer, moi j'ai plus l'impression que c'est un crime crapuleux et antisémite. Ce sont des voyous, des assassins, des types qui sortent de prison et qui ne pensent qu'à une chose, à eux-mêmes essentiellement, sans aucune espèce de forme d'humanité. Ces gens sont à rayer de notre société. Il faut les mettre en prison, il faut les mettre hors d'état de nuire définitivement. Kevin Bossuet. Oui, c'est évidemment un crime antisémite et moi j'ai une pensée pour tous les juifs de France parce que l'antisémitisme est une véritable gangrène dans notre société. Alors que les juifs représentent moins 1% de la population, ils essuient 40% quand même des actes racistes. Et pendant longtemps, on parlait de l'antisémitisme comme étant un antisémitisme d'extrême droite, sauf qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est un antisémitisme islamique et c'est un antisémitisme en provenance d'une partie de la communauté musulmane. Georges Bensoussan l'a très bien démontré en effet il y a quelques années, lorsqu'il a montré en effet que 80% des Juifs de Seine-Saint-Denis ont dû quitter la Seine-Saint-Denis parce qu'ils s'y sentaient plus en sécurité. Et même moi qui suis enseignant, je vois à quel point il peut être compliqué d'enseigner des sujets comme la Shoah, d'enseigner des sujets comme la naissance du judaïsme. D'ailleurs, moi je me souviens beaucoup de ce qu'a dit Didier Lemaire quand il a évoqué Trappes. Il a dit tout a commencé par l'incendie d'une synagogue et par des inscriptions antisémites. Donc à un moment donné, il faut mettre des mots sur ces crimes parce que cet antisémitisme est un antisémitisme islamique et si on veut le combattre, en effet, il faut le désigner. William T, il peut y avoir un avant et un après procès Mireille Knoll. On espère, parce que comme ça a été souligné, il y a deux sujets. Il y a la question du laxisme et de la réponse de la société face à une montée de la barbarie.
quand on poignarde une femme de 85 ans de 15 coups de couteau, on se pose des questions sur le fait que ces personnes sont réinsérables sur la société. Donc se posera la question d'adapter les peines et de pratiquer la perpétuité réelle. Ensuite, sur l'antisémitisme, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est ce que montrent également les écrits de Christophe Guilluy sur la France périphérique. De plus en plus de classes populaires, et notamment des personnes de confession juive, sont obligées de quitter leur domicile, notamment en proche banlieue parisienne ou dans les banlieues des territoires. Et si on fait le lien de l'arrivée des nouvelles populations en proche banlieue des grandes métropoles, ce sont des populations d'origine islamique et musulmane. Donc en fait, se posera la question de comment on fait pour éviter un choc de civilisation, s'écrivait Samuel Huntington, non pas sur un conflit ouvert, mais sur notre propre territoire. Et pour contrer ça, il faut prendre deux remèdes. La question de la justice et également se poser la question d'arrêter l'immigration, mais pas arrêter l'immigration partout. Parce que ce qui se passe pour nous comme sujet, nous on prend des personnes, on exporte des bacs +7 pour exporter des bacs -5 qui sont inassimilables dans notre société. Et donc du coup, se posera une question d'arrêter un moratoire sur l'immigration, non pas sur toutes les personnes, mais en provenance de certains pays spécifiques. Procès jusqu'au 10 novembre à suivre bien sûr en intégralité et en fil rouge sur l'antenne de CNews. Prenons également ce soir la direction du quartier de la Duchère à Lyon. Hier soir, plusieurs policiers de la BAC ont été à la cible de tirs alors qu'ils surveillaient un point de deal. Dans ce contexte, Gérald Darmanin a déploré l'absence de caméras de vidéosurveillance dans ce quartier et a adressé au maire de la ville un courrier l'invitant à en installer. La réponse de Philippe Doucet ne s'est pas fait attendre. Écoutez. Dans certains quartiers où nous luttons contre les trafics de drogue, il n'y a pas de caméras de vidéoprotection. Et là, il n'y avait aucune caméra de vidéoprotection qui aidait d'abord les policiers à lutter contre le trafic de drogue, à couvrir le travail de ces policiers, et puis aujourd'hui à retrouver les auteurs. Nous appelons les maires de France, et singulièrement monsieur le maire de Lyon, de sortir de l'idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéoprotection. Il n'a pas les bonnes infos, le ministre, mais avant d'interpeller, avant de communiquer dans la presse, il aurait peut-être mieux fallu qu'il demande des précisions, notamment au maire ou en tout cas à ses services. Je lui aurais fourni immédiatement. Il se trouve que, pas plus tard que la semaine dernière, sur la base d'une interpellation de mes services, il m'avait fait remarquer que, justement sur ce territoire-là, précisément de la Duchère, là où les faits se sont produits, il n'y avait pas de couverture de vidéoprotection. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire. Voilà. Donc on a réaffecté certaines caméras, c'est en cours, ça n'était pas encore fait effectivement hier soir, mais c'est en cours. L'idée c'est d'optimiser en permanence notre couverture. Jean-Marie Villers, on a bien compris la guéguerre entre le ministre de l'Intérieur et le maire Europe Écologie Les Verts de Lyon. Franchement, la vidéosurveillance, ça peut tout régler ou pas? Non, bien sûr que non. La vidéoprotection ne règle pas tout. La vidéoprotection participe de la lutte contre la délinquance. Et pourtant, on s'attarde aujourd'hui, et le ministre a épilogué sur des pseudo-caméras de vidéosurveillance alors qu'on ne parle pas du fond. Non, effectivement. Encore une fois, pardonnez-moi, on le contourne. On contourne le fond parce qu'effectivement, il y a ces problématiques de bandes, maintenant plus que des bandes, puisqu'on en est à se tirer à coups de kalachnikov dans les rues, donc c'est même bien plus grave que ça. La seule chose, c'est que si on élimine le moindre effet pour essayer de combattre la délinquance, de toute façon, on n'y arrivera pas. Et le maire de Lyon est un peu dans la lignée de tous les maires ELV qui sont absolument anti-caméra, et dès qu'ils arrivent au pouvoir, finalement, ils finissent par se dire, comme un peu le maire de Savigny, qui était complètement opposé, il finit par se dire, il faut en mettre. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça participe. La façon dont on peut avoir des résultats, en particulier sur les rodéos, c'est aussi grâce aux caméras, parce qu'on arrive à les suivre, on sait où est-ce et à les identifier, c'est ça. Kevin Bossuet, pardon. Oui, là, vous voyez bien, vous avez un maire écolo dont l'idéologie vient de se fracasser sur l'autel de la réalité. Évidemment que les caméras de vidéosurveillance sont un outil qui sont évidemment efficaces. Ça permet en effet de retrouver les auteurs d'infractions. Ça permet également de déplacer parfois certains problèmes. Et c'est aussi un moyen de dissuasion. Mais ce n'est pas... on ne peut pas s'arrêter qu'à cela. Je pense qu'il faut aussi développer d'autres moyens technologiques. Je pense par rapport aux drones. Parce que souvenez-vous, ce qui s'est passé il y a une semaine à Oyonnax, où vous avez quand même des délinquants qui ont brisé des caméras de vidéosurveillance. Finalement, je crois que c'était à la disqueuse ou quelque chose comme ça. Donc à un moment donné, le drone pourrait pallier à cela. Et puis il y a toutes les questions autour de la reconnaissance faciale. Je crois qu'il faut aussi beaucoup travailler là-dessus, parce qu'il faut absolument mettre la technologie au service de la lutte contre la délinquance et arrêter avec cette petite idéologie sur les libertés individuelles, parce qu'on veut de la sécurité et c'est un droit essentiel pour les Français. Rémi Carlu, il faut être filmé?
Écoutez, le problème, c'est qu'on est obligé d'en arriver là parce qu'il y a un problème d'éducation, de morale, de mœurs en France qui fait que malheureusement, on va être obligé d'en passer par là. Après, je crois que Gérald Darmanin, évidemment, il n'a pas tort sur le fond. Peut-être il faut mettre des caméras ci et là, mais il fait de la dentelle. Ouais. Il fait de la dentelle alors que c'est un sujet répandu. Je rappelle qu'à Avignon, en mai dernier, un brigadier de police avait été abattu lorsqu'il effectuait un contrôle sur des trafiquants de drogue. On a tous vu, ou presque, le film Bac Nord. Et en fait, on est en plein dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un trafic de drogue aujourd'hui qui gangrène des quartiers, qui tient ces quartiers. Il faut mener une politique de démantèlement. Oui, mais pardonnez-moi, mais j'ai l'impression aussi que l'annonce et la position des caméras de vigilance, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on dit, on met des caméras pour surveiller, mais on ne s'attaque pas au réel problème de fond. Je ne sais pas si vous me rejoignez, William Tay. Mais moi, je suis parfaitement d'accord. On a un problème de stratégie depuis 40 ans. Parce qu'en fait, on s'était dit que pour soutenir la population, il fallait leur donner de l'argent. Mais ça ne sert à rien de devenir plus prospère sur le plan économique si notre mode de vie est menacé par les ayatollahs verts, les islamistes et la loi des gangs. Parce que si votre mode de vie est menacé, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent. Et donc, du coup, se pose la question sur comment on a fait pour en arriver là. C'est parce que depuis 40 ans, on a fait rétrécir le budget de l'État régalien, donc les moyens de la police, les moyens de la justice, pour l'augmenter sur le volet social. On a fait grossir ce mammouth social et au final, on a toujours autant de problèmes. Et en plus, surtout, on a de plus en plus de pauvres et on dépense de plus en plus d'argent. D'où se posera la question sur comment on fait pour utiliser les moyens du contribuable de manière plus efficiente. Pour régler ce problème-là. Ensuite, après, il y a la question de Grégory Doucet des ayatollahs verts. En fait, eux sont élus, non pas pour faire de l'écologie, mais pour menacer nos modes de vie et nous emmerder au quotidien. On le voit avec Anne Hidalgo sur les rues de Paris, ça devient n'importe quoi dans tous les sens. Chacun prend une photo des rues de Paris. Personne n'est capable de conduire correctement sur une route. Grégory Doucet, tout ce qu'il veut faire, c'est enlever les sapins de Noël et menacer nos actes du quotidien et attaquer les crèches. Donc, en fait, ils ne font pas du réel. Ils sont dans un monde parallèle et ils essayent de pourrir ce qui fait que la France reste la France. Oui, mais ils sont élus. Avec une minorité de voix, de bobos urbains qui sont complètement déconnectés, qui sont plus proches, et c'est ce que disaient Glucksmann et Bernard-Henri Lévy, ils sont plus proches des Berlinois que des Français vivant dans Rémi Carlu et Jean-Marie Villain. Oui, 2 points rapidement. C'est que donc il faut mener une lutte systématique et globale sur la question du trafic de drogue qui tient des quartiers. Or, la politique gouvernementale, c'est une politique du chiffre, une politique de l'annonce. On essaie de démanteler des petits trafics pour avoir des chiffres à présenter et pouvoir faire de la communication, alors qu'on sait que dès que ce genre de trafic est démantelé, dès le lendemain, il se reforme dans la rue d'à côté. Donc là, il y a une vraie question où il faudrait notamment interroger notre géopolitique vis-à-vis de certains pays. Et puis, derrière ça, il y a aussi la question de la légalisation de la drogue. C'est-à-dire qu'il y a cette petite musique au sein notamment de la gauche qui explique qu'en fait, à terme, la drogue sera forcément légalisée. Or, mettez-vous du côté des policiers. Comment voulez-vous, au jour le jour, aller dans ces quartiers et lutter contre le trafic de drogue quand, au même moment, on n'est pas soutenu par les élites du pays contre la diffusion de la drogue sur nos territoires. Jean-Marie Villain. Un mot quand même sur la justice, parce qu'il ne faut pas l'oublier. La justice qui continue de nous dire que quand on sort dans la rue avec un couteau, finalement, on peut être relaxé. Rien que ça, déjà, montre à quel point la violence, on la banalise, et on la banalise même au sein de la justice. Ne dis pas trop fort, parce que si vous dites trop fort, après, on va dire que vous êtes... Oui, c'est de ma faute, mais c'est pas grave, ça. On est là aussi pour tout se dire, a priori. Et puis la deuxième chose, quand même, juste ne pas oublier le mot de Darmanin, de monsieur le ministre, qui nous dit, messieurs les maires, ou mesdames et messieurs les maires, il faut vous équiper. Sauf qu'il oublie juste qu'à un moment donné, il va peut-être falloir mettre la main dans la poche pour sortir l'argent, parce que c'est un peu facile de nous remettre ça sur le dos. Allez, la politique toujours avec un point partout, diront certains. Marine Le Pen aujourd'hui à Budapest en Hongrie. Objectif, rencontrer le dirigeant ultra-conservateur hongrois Viktor Orban. La candidate à la présidentielle marche ainsi dans les traces de son rival Éric Zemmour, venu lui un mois plus tôt. Montage Mathieu Rédio avec Sébastien Cochelin. À peine arrivée à Budapest, Marine Le Pen publie des photos de sa visite en Hongrie. Et son équipe de campagne travaille à montrer qu'elle a été accueillie par un important dispositif officiel. Disons-le, il ne peut y avoir de souveraineté s'il n'y a pas de peuple. Or, il n'existe pas un peuple européen, mais des peuples européens. Madame Le Pen a d'énormes mérites, notamment de parler de la fédéralisation européenne, de la migration, d'élever sa voix contre cela. Son camp politique est devenu incontournable actuellement en Europe. Mais la candidate du Rassemblement national arrive presque trop tard. Le 24 septembre dernier, Éric Zemmour lui grille la politesse. Celui qui n'est pas encore candidat pour 2022 a été invité par Viktor Orban à un grand sommet de la démographie. Il dirige son pays et il ne se laisse pas intimider par ni les minorités agissantes, ni les médias, ni le gouvernement des juges. C'est exactement ce qu'il faudra en France. Sachez que je prends l'engagement devant vous, si je suis élue présidente de la République française le 24 avril prochain, de vous apporter le soutien de la France et de son peuple
pour réorienter une Union européenne dont la brutalité idéologique attente à l'idée même de souveraineté. William, t'es un partout, la balle au centre? Oui, et puis c'est pas à Orban de trancher entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est au peuple français de trancher entre les deux. On se demande donc, maintenant. Non, mais les deux, Marine Le Pen et Éric Zemmour, comme ils partagent un contre-modèle de société par rapport à ce que propose Emmanuel Macron, c'est normal qu'ils aillent voir Orban, parce que c'est un des 4 grands représentants avec Vladimir Poutine, Boris Johnson et anciennement... Mais elle passe après Zemmour quand même. Mais elle passe après Zemmour parce que Marine Le Pen, elle est souvent en retard, on l'a vu depuis plusieurs années. Souvent, elle est en retard sur la plupart des thématiques, elle n'a pas pris les sujets à bras-le-corps, elle n'a pas été en devant de la scène, et puis Marine Le Pen est surtout en déclin en fait depuis 2017 et depuis la catastrophe de son débat raté. Moi, je pense que le souci de Marine Le Pen, c'est qu'en fait, elle a fait honte à ses électeurs et ses électeurs ont eu honte de la voir comme représentant et c'est pour ça qu'elle est en déclin par rapport à Éric Zemmour, qui permet d'avoir un discours structuré pour représenter cette vision et ce courant politique, notamment pour l'opposer face à Emmanuel Macron. Rémi Carlu, on ne peut pas s'en empêcher finalement, mais là, on parle de Marine Le Pen et on la met face à Éric Zemmour qui était sur place il y a encore un mois. Ça veut dire que Éric Zemmour a gagné finalement? Non, ça je suis pas sûr, ça je suis d'accord. C'est le peuple français qui tranchera. Alors, je crois mais je veux dire, a gagné ce duel en Hongrie. Je ne suis pas sûr parce que Marine Le Pen a été très bien reçue aujourd'hui. Enfin, Viktor Orban lui a déroulé le tapis rouge et ça fait un petit moment que Marine Le Pen essaye de tisser des liens avec Viktor Orban. Il faut voir qu'au niveau européen, notamment, il y a comment dire, au sein du PPE, le parti d'Orban a décidé de quitter le parti pour essayer de former une coalition, une alliance en tout cas de partis eurosceptique et donc c'est dans cette optique, dans ce cadre-là aussi que s'inscrit cette rencontre. Mais après, il y a un point sur la comparaison entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. On compare ces deux rencontres, je crois qu'elles sont d'une nature un petit peu différente, puisque si vous voulez, pour la droite, ce qui est intéressant chez Viktor Orban, ce sont deux sujets, c'est la question de la souveraineté et de la lutte contre l'immigration et la question de la défense traditionnelle de la famille et des questions sociétales. Marine Le Pen y va aujourd'hui et on voit très bien que c'est sur la question de la souveraineté, de la lutte contre l'immigration. Éric Zemmour participait à un sommet sur la démographie. Et lui, il y avait évidemment la question de l'immigration, mais il y avait aussi et surtout la question sociétale de la défense de la famille traditionnelle, de la lutte contre la théorie du genre, contre les théories LGBT, de la défense de la famille traditionnelle chrétienne avec de la père et le mère, la défense en fait d'une civilisation occidentale. Et ce volet-là n'existe pas chez Marine Le Pen, qui sur toutes ces questions, en parle assez peu en réalité. Kevin Bossuet. Oui, la vérité, c'est que c'est Viktor Orban, finalement, qui a gagné, parce que vous voyez bien qu'on se précipite, en effet, pour aller le voir, parce qu'en Europe, il représente un courant, mais on parle très peu de Orban. Oui, ce que je veux dire. Oui, d'accord, mais bon, c'est le courant illibéral, c'est celui qui dit non à l'immigration, c'est celui qui dit non au multiculturalisme, notamment avec ses amis polonais, ses amis slovaques ou ses amis tchèques, et c'est vrai que quand vous allez dans ces pays-là, il n'y a pratiquement pas de délinquance, il n'y a pratiquement pas de migrants, et tous les problèmes que l'on connaît en Europe de l'Ouest sont inexistants, notamment en Europe de l'Est. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Donc voilà, je pense que ça c'est important. Et quand on veut être chef d'État, forcément que cela soit Éric Zemmour ou que cela soit Marine Le Pen, il faut commencer à tisser des liens. Il est évident qu'il y a très peu de chefs d'État européens qui vont se risquer à recevoir Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Bon, il y a Viktor Orban. Très bien. Je pense que c'est ils essayent tous les deux d'obtenir cette stature internationale qu'ils ont besoin pour l'élection présidentielle, mais effectivement, c'est pas Orban qui va décider, c'est le peuple français. Et surtout, je ne suis pas sûr que le peuple français, en tout cas que les électeurs français, soient attachés à ce point-là de savoir si Orban a mieux reçu Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Je pense qu'ils se feront leur idée tout seuls, sans même savoir l'importance d'une telle visite. Oui, alors on va justement essayer d'en savoir un petit peu plus et de continuer à parler de ce duel entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Nous allons continuer donc de débattre ce soir avec ce sondage qui nous intéresse, une enquête IFOP sortie il y a quelques jours qui analyse en détail l'électorat de ces deux personnalités politiques selon l'âge, le sexe ou encore la condition sociale. Bonsoir Mathieu Rio, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Quels sont les enseignements de cette enquête? Bonsoir Thomas. D'abord, premier constat très intéressant, c'est au sujet de la condition sociale des électeurs. Regardez, la différence est très nette. 18% des Français qui gagnent plus de 2 500 € par mois voteraient pour Éric Zemmour, contre seulement 9% pour Marine Le Pen. C'est 2 fois plus. À l'inverse, chez la catégorie la plus pauvre, c'est 30% des électeurs qui gagnent 900 € par mois qui voteraient pour Marine Le Pen, contre 13% pour Éric Zemmour. Il y a des différences sociales importantes, Mathieu. Y en a-t-il également en termes d'âge ou de sexe?
Oui, regardez, l'électorat de Marine Le Pen est nettement plus jeune que celui d'Éric Zemmour. Lui récolterait 17% des voix des 65 ans et plus, là où Marine Le Pen récolterait 16% des voix des 18-24 ans. Il y a donc une différence très nette. Enfin, autre critère très intéressant, c'est le sexe. Éric Zemmour récolterait le vote de plus de 13% des femmes. C'est quand même beaucoup moins, vous le voyez, que Marine Le Pen, qui est à 7 points de plus. L'électorat du potentiel candidat est donc plutôt masculin et le polémiste paye, selon les enquêteurs, ses prises de position hostiles aux féministes. Dernière question là-dessus. On sait que l'irruption d'Éric Zemmour a fait chuter Marine Le Pen dans les sondages. À quel point lui a-t-il grappillé des électeurs ? C'est près de 30% des électeurs de Marine Le Pen en 2017 qui auraient l'intention de voter pour Éric Zemmour s'il se déclarait candidat. Autre point très intéressant, il prendrait un quart des électeurs de François Fillon, là où Marine Le Pen ne récupérait que 3%, 3 petits pourcents. Donc sa stratégie de dédiabolisation ne lui aurait permis de récupérer que marginalement des voix chez la droite classique, là où au contraire Éric Zemmour peut se targuer de poursuivre sa stratégie, c'est-à-dire de rassembler ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote et les classes populaires. Merci beaucoup Mathieu Rio. Rémi Carlu, il est intéressant ce sondage parce qu'on comprend de manière très précise où sont les électeurs et qui votent pour l'un ou pour l'autre. Ça veut dire très concrètement, lorsqu'on voit les chiffres, que pour Marine Le Pen, c'est un peu compliqué, non ? Oui, c'est vrai. Et après, en même temps, pour l'instant, Zemmour n'a pas préempté l'électorat populaire de Marine Le Pen. En fait, Éric Zemmour parle d'une alliance électorale entre la bourgeoisie patriote et les classes populaires. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il a surtout mis la main sur la bourgeoisie patriote et que les classes populaires restent chez Marine Le Pen. Et je crois que c'est explicable en partie par son choix économique. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai sujet sur la question. On ne savait pas quelle allait être son orientation. Visiblement, il a plutôt choisi une politique libérale pro-business, hormis la question de la réindustrialisation. Pour parler à cette bourgeoisie patriote, il va falloir qu'il trouve un discours pour parler à ces classes populaires qui sont chez Marine Le Pen depuis un petit moment. Alors il y a eu évidemment la question du permis à points, la question des vitesses, de la vitesse sur la route, mais me semble-t-il c'est un peu insuffisant. Donc il va devoir faire la preuve qu'il est capable de leur parler sur les questions sociales, encore une fois. Et puis deuxièmement, même en termes de posture, Marine Le Pen est une vraie femme politique aguerrie, elle sait aller sur les marchés, parler aux gens, etc. Éric Zemmour est plutôt un intellectuel de plateau, il va devoir montrer au cours de sa campagne qu'il est capable aussi d'aller parler aux gens. William T, le terrain, la France profonde, c'est ce qui manque à Éric Zemmour. On le voit aussi très clairement un peu dans les chiffres de ce sondage finalement. Oui, pour l'instant, parce que c'est le début de la campagne. On verra si ça évolue après. Oui, vous savez, on garde une image collée au corps en général. Bien sûr. Non, mais en fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'était par rapport à ce que vous avez dit sur la différence entre Éric Zemmour et Le Pen qui vont voir Orban. Et ça résume pourquoi est-ce que ces électorats sont complètement différents. Éric Zemmour, en fait, défend la thèse en fait, il lutte contre le grand remplacement et en fait, Marine Le Pen lutte contre le grand déclassement. Et c'est pour ça qu'en fait, par rapport en termes de priorité, vous avez des électorats qui sont plutôt typés en fonction de leurs préférences, qui choisissent un électorat. Parce que l'électorat populaire est plutôt centré sur la question économique et l'électorat plutôt bourgeois patriote est centré sur la question de la défense de la civilisation. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez une séparation des deux offres. Et la difficulté qu'a Éric Zemmour, c'est non seulement par rapport, s'il veut réussir à copier Donald Trump, c'est manque de l'électorat populaire qui a permis la victoire de Donald Trump, notamment dans la Rust Belt, dans les quartiers nord, en évoquant sur la question de perspective. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est notamment sur la classe moyenne surtout inférieure qu'il peut avoir, parce que la classe populaire, ça va être plus compliqué avec son type de discours. Donald Trump, en fait, avait inversé la logique économique qui prédominait depuis les années 80, qui était le basculement de notre appareil productif vers les pays émergents. En fait, ce sont les pauvres de nos pays industrialisés qui ont enrichi les riches des pays pauvres. Et la difficulté qu'il a, c'est qu'il n'a pas de logiciel économique dessus. Il exprime des grandes tendances, baisser la dépense publique, etc. Mais il n'a pas de cap économique comme l'avait le général de Gaulle, comme l'avait Donald Trump ou comme l'avait Boris Johnson. Notamment, ils avaient deux perspectives. La capacité de reprendre en contrôle la reprise en main du destin et puis surtout d'exporter et d'avoir une stratégie claire, notamment en exportant par rapport à l'Asie et face aux autres pays, en ciblant des marchés spécifiques et en faisant un deuxième point qui était très important, c'était une montée en gamme complète avec la stratégie Global Britain de Boris Johnson qui permettait un nivellement du niveau de vie vers le haut. Jean-Marie Villain, lorsqu'on voit que les hommes votent plus pour Zemmour et les femmes plus pour Marine Le Pen, oui, alors je pense qu'effectivement, c'est le discours de Zemmour qui de toute façon, est forcément plus défavorable pour lui et pour les femmes. Ce n'est pas très, très original. Ce qui est intéressant aussi sur les perspectives de choix. Éric Zemmour, c'est quand même quelqu'un qui est une personne brillante, qui est un essayiste, qui était avant sur même le service public, qui est passé maintenant après sur CNews, qui était très brillant. Sauf que Éric Zemmour, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais rien prouvé sur le concret. On parle beaucoup des élus de terrain, etc. Bon, oui, c'est important d'être un élu de terrain. Et lorsque vous n'avez jamais connu ça,
il aura toutes les peines du monde d'aller voir les gens pour leur dire « moi, je suis celui qui va vous apporter ». Pardonnez-moi, mais les élus de terrain, parfois, ils sont sur le terrain et ils font que dalle. Hein. Non, la seule différence, c'est qu'il ne faut pas être seulement sur le terrain, il faut apporter des solutions. Et c'est au quotidien que vous les apportez. On ne devient pas homme politique, ou en tout cas, on ne devient pas élu juste comme ça parce qu'on a décidé de le devenir. Monsieur. Oui, je suis d'accord avec ça, mais pourquoi finalement le phénomène Zemmour a émergé? Tout simplement parce que beaucoup d'élus de terrain ne font pas leur travail et tout simplement parce que les hommes politiques, de manière générale, n'abordent pas les vraies questions. Donc à un moment, c'est beau de donner des leçons à Éric Zemmour, mais il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi il en est là. Et en effet, sa stratégie aujourd'hui, c'est d'aller séduire les classes populaires. Et je pense qu'il faut surtout qu'il insiste sur le mérite. Alors, on continue à parler d'Éric Zemmour parce que lui, il est à Biarritz aujourd'hui, ce soir, à la Halle d'Irati pour présenter son livre et échanger avec le public. Il poursuit ainsi son tour de France. Éric Zemmour, ce matin, au pied de son train, lorsque les journalistes lui disent « Alors, la candidature, c'est pour quand, monsieur Zemmour ?» Ça commence un peu à le mettre en colère. Est-ce qu'Emmanuel Macron est candidat? Non. Est-ce que, je vous pose une question. Est-ce qu'Emmanuel Macron est candidat? Est-ce que vous lui demandez, à chaque fois que vous le voyez, est-ce que vous serez candidat? Bon, ben alors voilà. En l'occurrence, c'est à vous qu'on pose la question. Eh ben moi, j'ai pas envie de répondre. Mais vous dites qu'il n'y a plus de suspense. Mais non, mais il n'y a pas de suspense. Les gens, vous savez, ils ont d'autres chats à fouetter que savoir si je suis candidat ou pas et quand je serai candidat. Posez d'autres questions, voyez le fond un peu des choses. Ouais, alors la question de la candidature, ça commence à l'énerver Éric Zemmour. Lorsqu'il arrive tout à l'heure à Biarritz, ça donne quoi? Ça donne ça. Attention, vous êtes trop devant. Alors voilà pour les images de son arrivée à Biarritz. Quand êtes-vous président, monsieur, enfin êtes-vous président, êtes-vous candidat, monsieur Zemmour? Ça commence un peu à l'énerver. Et Rémi Carlu. Oui, bon, ça, il choisira sa date. De toute façon, c'est tout s'il sera candidat. Et ouais, mais ils nous font tous un peu marrer, pardonnez-moi. Mais alors, ils sont tous là à nous faire longuir. Ah là, je vais peut-être me présenter, peut-être pas. Et lorsqu'on demande avec insistance, ce qui est normal finalement, quand est-ce que vous êtes candidat, ça commence un peu à l'énerver. Oui, bon après, je pense qu'il profite de sa séquence médiatique où il a été capable de préempter le débat public et peut-être qu'au moment où ça redescendra un petit peu, il annoncera sa candidature pour remettre la main sur l'agenda. Juste de petits éléments sur le rapport, encore une fois, d'Éric Zemmour aux classes populaires. Primo, on commence à avoir des remontées de terrain avec la tournée pour la vente de son livre. Et je discutais avec des gens qui étaient présents lors de son déplacement en Normandie. Et il semblerait que sur place, il y ait des classes populaires qui soient présentes en nombre et qu'il y ait un vrai enthousiasme, notamment du fait de son authenticité. C'est-à-dire qu'il n'a pas le côté politicien, langue de bois, etc. Et ça plaît aux gens. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, je crois que l'avantage et l'atout d'Éric Zemmour vis-à-vis des classes populaires, ça reste son intelligence et sa culture. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose. C'est voter en France pour ce que le débat public nomme l'extrême droite comporte un coût social qui est très fort. Puisque si vous voulez, ça veut dire que vous rompez symboliquement avec la bien-pensance et vous passez dans le camp des fascistes. Bon. Et quand Marine Le Pen perd son débat d'entre-deux tours, si vous voulez, il y a une moitié de la France qui en même temps se sent humiliée. Ces gens que David Goudart appelle les gens de quelque part se sentent humiliés par ces gens de nulle part, les mondialistes, les sachants d'Emmanuel Macron. Et donc, si vous avez un avantage, c'est que sa capacité dans les débats, notamment à dominer ses adversaires, fait qu'il pourrait permettre à tous ces gens, si vous voulez, de retrouver foi en la politique en se disant finalement, j'avais peut-être le droit de penser ce que je pensais à l'époque. Et là, j'ai trouvé mon champion qui va être capable de défendre. Alors justement, Éric Zemmour à Biarritz aujourd'hui, que faut-il en retenir? Voici les images, montage Mathieu Rio, Sébastien Coche. Nous sommes les partisans de la liberté. Des libertés pour ceux qui veulent vivre en paix, respecter leurs traditions, vivre comme des Français. Laissez-nous manger de la viande, laissez-nous boire du bon vin, laissez-nous chasser, laissez-nous être fiers de notre histoire et de nos mœurs, laissez-nous tenir la porte à une femme, laissez-nous regarder un bon film d'Audiard, laissez-nous cette insolence française dont nous sommes si fiers. Vous vous souvenez des élus écologistes qui veulent interdire le sapin de Noël et le Tour de France? Ça, vous avez raison de siffler. Ce sont les militantes ultra-féministes qui veulent interdire le concours de Miss France. C'est vrai, ça, on se demande bien pourquoi. Sur la route, nous devrions rétablir les 90 km/h sur toutes les départementales et nationales. La France n'est pas un quartier de Paris où l'on peut se déplacer en trottinette électrique ou en Vélib. Il faut supprimer le permis à points et revenir au permis classique comme nos voisins belges, suisses, pour enfin sortir de ce système de raquettes déguisées
des stages de récupération onéreux, pénalisants et infantilisants. Si je comprends bien, vous voulez déjà que je me représente en 2027 ? Aussi. Là, vous êtes fort. Ah, vous allez un peu vite en besogne quand même. Arrêtez d'emmerder les Français, c'est véritablement ça, Jean-Marie Villain. Finalement, non, mais c'est une réalité. Ça se bien résumé. Si on pouvait arrêter de les emmerder, ça serait pas mal. Il y a un moment donné aussi, les Français, ils ont envie de vivre. Et puis après les 18 mois ou les 24 mois que tout le monde vient de vivre, il est évident que tout le monde a envie de respirer. Il faut laisser les gens respirer. Alors effectivement, on a l'impression que c'est des portes ouvertes qui l'enfoncent. Mais un président emmerdera forcément quelques Français. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est dangereux, cette phrase. S'il était un jour confronté au pouvoir, peut-être qu'il aura aussi, lui, à son tour, des problèmes. Il sera obligé de les emmerder d'une façon ou d'une autre, c'est certain. William T. Non, mais Éric Zemmour, en fait, il se veut le candidat rempart de notre modèle de vie et de l'exception française. Certains disent qu'il n'a pas de programme, pardonnez-moi. Non, j'ai quand même vu dans ce condensé de ce discours qui a duré 45 minutes, on en a fait 1 minute ou 1 minute 30, mais il y a quand même un peu de matière quand même. Oui, non, mais en fait, il est le candidat de l'exception française. En fait, il veut que la France reste la France et qu'il préserve notre mode de vie. Et en plus, quand on regarde les séquences, notamment avec l'apparition de Grégory Doucet, vous avez un parfait parallèle entre Grégory Doucet et l'idéologie verte par rapport à Éric Zemmour. Et en fait, Éric Zemmour, je ne pense pas qu'il connaisse parfaitement ce qu'est le pays, mais en fait, les élites politiques, notamment Grégory Doucet, sont tellement déconnectées que lui apparaît au fait des réalités et de la réalité quotidienne. Et là, c'est quand même fantastique ce qu'ils ont réussi à créer. Et donc, en plus, après, Éric Zemmour, il essaie de combler son volet qui était plutôt sociétal, plutôt régalien sur le mode civilisationnel, par un aspect économique avec la question de la défense de la liberté, en disant arrêtez d'emmerder les Français, notamment parce que depuis 40 ans, le pouvoir politique a essayé d'agir avec ce qu'on appelle l'excès de socialisme, l'excès de normes, l'excès de corporatisme, et au final, ça a nivelé l'économie française vers le bas, avec de plus en plus de pauvres, de plus en plus d'impôts et de plus. Donc, il y a un véritable problème. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de changer le modèle. Après, est-ce que sa solution sont concrètes, ses intentions le sont, mais est-ce qu'il a le logiciel pour inverser cette tendance? Pour l'instant, il ne l'a pas et c'est à lui de le montrer. Je pense que dessus, Éric Zemmour, il doit se centrer sur la question de deux volets. La question de comment augmenter notre niveau de vie, comme l'ont fait les Américains, en augmentant constamment, en regardant vers le haut, en arrêtant de regarder vers le bas. Et ensuite, le deuxième point, c'est la question de l'appareil productif et de la question de notre mode de vie. Actuellement, ce qu'on assiste, c'est, s'il veut viser les classes populaires, c'est qu'il faut 6 générations pour atteindre le niveau de vie moyen pour une famille qui est pauvre. Et comment vous faites quand vous êtes dans cette situation-là? Vous n'avez pas de perspective. Votre mode de vie est menacé et en plus, on vous dit comment habiter, quelle voiture conduire, etc. Donc c'est normal que les gens se rebellent au bout d'un moment. Kevin Bossuet, arrêtez d'emmerder les Français. Et j'insiste un petit peu parce que pour moi, c'est attention à l'effet boomerang en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, mais je pense que c'est un sentiment qui est partagé par les Français. Je veux dire, Éric Zemmour, c'est le candidat de mais c'est pas un peu facile. C'est pas un peu facile. Non, c'est pas un peu facile parce qu'en effet, les Français en ont marre d'avoir ces bobos avec leur idéologie de bobos qui veulent imposer notre manière que l'on a. Ne mangez pas de viande parce que c'est mal. Ne faites pas trop l'amour parce que c'est mal ou de manière très doucereuse. Ne faites pas ne sortez pas votre voiture. Non, mais c'est ça. Vous rendez compte. En fait, il y a une idéologie de bobo qui est insupportable. Non mais moi j'habite. Mais heureusement qu'on n'y est pas encore allé. Non mais c'est ça. J'habite au Batignolles. Je les vois tous les matins avec leurs petites poussettes le samedi dans les marchés bio, en train en effet de nous donner des leçons. Surtout n'allez pas avec votre voiture diesel en plein centre-ville. Ça pollue. Ne mangez pas ça. Vous allez mourir. Attention, attention. N'achetez pas ça parce qu'en effet ça pollue. C'est insupportable. Les Français en ont marre. Ils veulent qu'on les laisse libres. Ils pensent appartenir au camp du bien alors qu'ils sont juste emplis de suffisance et emplis de stupidité. Rémi Carlu. Bonne chance. Bon courage. Il y a quelque chose qui est un peu ironique avec cette déclaration d'Éric Zemmour, c'est que c'est aussi quelqu'un qui pense l'État puissance et l'État comme étant une contrainte. Exactement. Donc, si vous voulez, ça va un peu à l'inverse, en tout cas de l'image. D'où mon effet boomerang. Voilà. Et deuxième élément, moi je trouve que c'est une rhétorique un peu facile, je dois le dire. Oui, quand même sans d'ailleurs répondre, hein, peut-être que sur les problématiques précises, il a raison. Mais je crois qu'encore une fois, il ne doit pas compter simplement là-dessus pour aller séduire les classes populaires. Il y a aussi une question. Ça, le permis à points, les 90 km/h. Il ne choisit pas les thèmes au hasard. Il n'est pas bête. Je suis bien d'accord, mais il y a une question économique. Tout ce qui a cristallisé les Français ces 6 derniers mois, hop, ils y sont tous. Ils sont toutes les propositions les unes après les autres. Mais juste, il y a quand même une question économique et sociale qui se pose pour les classes françaises. Il y a une paupérisation évidente, une concentration des richesses parmi les plus riches. Et il va falloir qu'ils prennent aussi ce sujet-là à bras-le-corps et ne pas simplement se reposer sur la question du permis. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Le débat central, c'est la méritocratie. Comment on peut vivre convenablement avec son salaire? Et c'est vrai que les Français en ont marre de devoir payer pour des gens qui ne se lèvent pas toujours le matin. À un moment donné, vous avez des Français qui disent « Moi, je travaille ardemment et finalement, je
je n'ai jamais le droit à rien. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Et c'est là-dessus, c'est en faisant ça qu'Éric Zemmour réussira à séduire cette classe populaire. On termine avec une petite pépite signée Jean-Luc Mélenchon. Je voulais absolument vous le montrer ce soir sur Twitter. Regardez ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon. Ultime brimade de l'autorité à l'aéroport de Guyane. Fouille, palpation, vidage de mon bagage, restitution de mes affaires bien déballées. La surveillance des députés terroristes est implacable. Étonnez-vous après que tout le monde soit à cran ici. La République, c'est décidément lui ou pas, messieurs? Parce que là, je viens de vous dire que Jean-Luc Mélenchon a découvert le quotidien des voyageurs du monde entier. Parce que, honnêtement, à la douane, lorsqu'on fouille votre bagage, on ne vous replie pas vos chaussettes et vos slips. Hein. Jamais. Soyons nets. Jamais. Donc il a découvert, Jean-Luc Mélenchon, ce qu'était aujourd'hui de voyager lorsqu'on est un simple Français. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il découvre qu'en fait, on n'est pas forcément toute sa vie sénateur, on n'est pas toute sa vie forcément un élu, on en parlait tout à l'heure. On découvre que la vie normale, c'est aussi ça peut être aussi le quotidien d'un élu. Un élu a le droit aussi d'être fouillé, à qui on demande ses papiers, à qui on demande si son permis de conduire a toujours tous ses points. Jean-Luc Mélenchon a toujours pensé qu'il était au-dessus de tout le monde. Il l'en montre encore parfaitement sur cette occasion-là. Il y a quand même un très gros problème avec l'autorité. Parce que quand ce n'est pas la police, quand ce n'est pas la gendarmerie, là, ce sont les douanes. Ou la police aux frontières, c'est pareil. Mais il considère que de toute façon, Jean-Luc Mélenchon est au-dessus de tout le monde. Et il l'a dit de toute façon. Et comme ça, à partir de ce moment-là, c'est pas surprenant qu'il s'étonne qu'à lui, on lui demande son passeport, qu'on lui demande éventuellement de regarder s'il a quelque chose dans ses bagages. Je suis désolé. William T, on en rigole ce soir un petit peu, mais sur le fond, quand même, je trouve ça assez embêtant. Ah mais de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, il est l'illustration d'une arnaque française et de ce qu'est devenu la gauche. Jean-Luc Mélenchon est censé être de gauche, donc il doit défendre l'égalité. C'est quand même fantastique lorsque vous défendez l'égalité de demander un traitement préférentiel lorsque vous êtes député. Non mais Jean-Luc Mélenchon, c'est ça à tous les niveaux. Il dit oui, mais il faut établir une république une et indivisible. Par contre, il faut protéger les islamiques et les pauvres musulmans qui sont persécutés, mais pas certaines parties de la population. En fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est 2 poids 2 mesures et tout lui va bien. Et c'est ce qui a conduit à l'échec de ce pays parce qu'on a arrêté d'être un régime unitaire. J'ai l'impression que c'est justement ça que les Français n'en peuvent plus, en fait. Ah, évidemment, mais c'est pour ça qu'il est tombé si bas. Mais oui, mais ce qui est quand même incroyable. Pour un candidat à la présidentielle. Il pense. Oui, mais c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Kevin Bossuet. Oui, la vérité, c'est que Mélenchon est pour l'abolition des privilèges, sauf les siens, sauf pour lui, en fait. C'est incroyable. On remarque, c'est pas bête. Oui, c'est pas bête, je suis d'accord. Mais tous les communistes sont comme ça, vous savez. Tout appartient à tout le monde, sauf ce qui nous appartient. Voilà, c'est la logique communiste. Et il se dit, le candidat du peuple, mais il a un profond mépris pour le peuple. Je pense même que le peuple le dégoûte. On l'a vu lors de plusieurs déplacements où il disait « Ah non, ne m'approchez pas trop, c'est bon ». Enfin, on voit bien que c'est un peu bizarre. On voit toute l'hypocrisie de la gauche, en effet, qui capitalise sur un peuple qui méprise et qui déteste. Et c'est dramatique. Fouille, palpation, vidage de mon bagage, restitution en tas de mes affaires bien déballé. Jean-Luc, parce qu'en fait, pardonnez-moi, je l'ai tellement vécu dans les aéroports que c'est qu'en fait, je me vois pas m'indigner sur Twitter qu'on n'ait pas rangé mes slips et mes chaussettes, quoi. Jean-Luc Mélenchon s'est pris pour le chef des sans-culottes. Si vous voulez, il termine en aristocrate poudré qui passe son temps à se plaindre. On se souvient de la séquence, moi, c'est La République, qui lui avait coûté très cher dans l'opinion publique. Depuis, il s'en est pas véritablement. Mais La République, c'est moi, c'est exactement ce truc. Exactement. Et en fait, c'est parce qu'il vit dans la. C'est La République. C'est moi 2 points et vous mettez ça comme définition à la suite. Et devoir en plus aller s'épandre sur les réseaux sociaux. Mais en fait, il faut voir d'où ça vient. C'est-à-dire que ça vient de la vieille mythologie républicaine du député et le représentant du peuple français, qu'il est égal avec n'importe quel Français et qu'à partir de là, il n'a aucun pas au droit. Ouais. Mais je vais aller voir, il y a quand même 1316 tweets, 682 retweets et 770 commentaires. Bon, j'ai pas le temps de lire les commentaires. Mais voilà, il y a quand même des gens qui pensent comme lui, avec Kevin Bossuet. Oui, enfin, je suis pas sûr. Il y a surtout des fanboys, en effet, qui sont prêts à le défendre coûte que coûte. Moi, je les vois sous mes propres tweets. Dès que je critique un peu la France insoumise, j'ai l'impression que je viens de commettre un assassinat. La vérité, c'est que la France insoumise, c'est devenu une secte parce que l'électorat, en effet, s'amoindrit petit à petit. Quand il dit la République, c'est moi, mais c'est quoi la République ? Là, il parle de ultime brimade de l'autorité. Ah là là, le pauvre chéri. Enfin, c'est Calimero, de toute façon. C'est ça. Calimero, il est toujours persuadé que c'est la victime expiatoire de celui qui est en place, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit Hollande ou Macron, pour lui c'est le même problème, sauf quand il y est.
sauf quand il y est, parce que par contre, dès qu'on l'appelle, il y va quand même. Hein, il a quand même été ministre aussi un petit peu. Cette défiance vis-à-vis des politiques, des policiers, des gendarmes ici, de la police aux frontières ou des douanes d'ailleurs, on ne sait pas bien qui l'a rencontré. Ça peut lui valoir très cher ou pas dans les sondages qui arrivent et l'élection présidentielle? Non, mais en fait, je pense que sa capacité, lorsqu'il était à 20% et donc en éventualité de sa capacité au second tour, c'est terminé depuis La République, c'est moi, parce qu'il s'est confronté et les Français ont vu la duplicité et l'imposture Jean-Luc Mélenchon qui disait quelque chose, faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est ça. Et donc, je pense, et même sur la question de l'autorité, en fait, sur tous les sujets, il a rompu avec ce qui a fait son succès en 2017. Il était sur une chevènementiste plutôt populaire. Et aujourd'hui, il a emprunté les thèses de Bono et Clémentine Autain sur l'islamo-gauchisme. L'autorité, il est revenu sur une thèse mai 68 classique, interdit d'interdire, contestation de l'autorité, contestation de la figure du père, logiciel économique complètement anachronique. Et donc, je pense que Jean-Luc Mélenchon va se faire balayer. C'est à la fin, en fait, de ce qu'a réussi Macron. Et c'est peut-être le bienfait d'éliminer une partie de la classe politique. Et il va éliminer Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et vos slips, c'est une info. Ben, Là, vous pouvez le tweeter quand même. On tweetera. Là, vous pouvez le faire. Là, je vous l'accorde. Vous voulez rajouter un mot, Rémi? Oui, c'est la queue de comète d'une gauche qui a abandonné les classes populaires françaises. On parlait avant des classes populaires, de rapport à Éric Zemmour et Marine Le Pen. Mais c'est précisément parce que la gauche est tombée dans ce genre de caricature qu'elle s'est plus intéressée aux questions sociétales d'un côté et à l'immigration de l'autre. Et les classes populaires françaises, par contre, elles, eh bien, ma foi, elles s'en sont bien débarrassées. Allez, merci, messieurs, d'avoir participé. On peut tous le dire. En ce mardi